Voilà. Donc, comme sujet, hein, c'est les pratiques de la vacuité et Oui, donc méditation pratique sur la vacuité. ok. Alors, Bonsoir à vous tous. C'est bien qu'on se voit après ce gap. Il y a eu beaucoup d'événements durant cette période, petite période. Il y a eu d'abord le décès du frère du docteur Jacques Vigne, c'est Louis-Marie Vigne, qui est décédé le 20 juillet. Ensuite, j'ai eu encore un voyage. Donc, beaucoup de choses ont empêché une suite naturelle et normale de ces cours, mais on va les reprendre à partir d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on aura un cours, c'est le cours numéro 99. La semaine prochaine, on aura le cours numéro 100. Et avec le cours numéro 100, on va clôturer la deuxième année de ces cours qu'on a commencé juste après la grande explosion, l'explosion du siècle de Beyrouth qui était le 4 août 2020. Donc, aujourd'hui, c'est le 3 août. Avec la semaine prochaine, nous, on a commencé, je crois, 8 août. Donc, dans la semaine prochaine, on aurait déjà clôturé et bouclé 2 ans de cours et ça sera le cours numéro 100. Et nos condoléances au docteur Jacques Vigne suite au décès aussi de son frère Louis-Marie Vigne. Et aujourd'hui, notre cours sera essentiellement une méditation guidée, suivie de questions-réponses. إذن بالعربية السلام عليكم ورحمة الله وبركاته جميعا. توقفنا لفترة عن تتابع وعن متابعة هذه الدروس. توفي شقيق البروفيسور جاك فيني لوي ماري فيني في 20 تموز. نحن منذ 13 تموز لم نستأنف هذه الكرات، وأيضا كنت في سفر وهو في سفر وانشغال بوفاة أخي. إذن كلها انشغالات منعتنا عن المتابعة الدورية، وها نحن نستأنف اليوم. إنه الدرس رقم 99 وستكون لنا دروس في الأسبوع المقبل وما بعده. في الأسبوع الذي بعده سنستقبل تنظيم فالمو في حوار رقم 9 والأسبوع المقبل سيكون الكور رقم 100. به نستكمل 2 كاملتين من هذه الدروس التي بدأت إثر انفجار القرن، انفجار بيروت في 4 آب 2020. إذن اليوم 3 آب، نحن بدأنا 8 أو 9 آب. إذن الأسبوع المقبل يكون 10 آب، نكون قد استكملنا 2 من الكرات ويكون الدرس رقم 100. Voilà, donc je ne veux pas m'attarder pour donner tout de suite la parole à Dr Jacques Vigne qui va nous guider dans une méditation. لن أطيل عليكم، هذا الكور سيكون مختصرا نوعا ما، تأمل موجه مع ترجمة إلى العربية، ثم نفتح المجال بعد التأمل للحوار والأسئلة والأجوبة. Alors, quand on étudie le bouddhisme Mahayana, on sent bien que la notion de vacuité est centrale, mais comment l'interpréter, surtout comment méditer dessus en pratique. إذن في البوذية مهايانا مفهوم الفراغ أساسي، ولكن يبقى السؤال كيف يمكن أن ندرس ونستخدم هذا الفراغ عملياً. Et donc, il y a plusieurs méthodes pour
comprendre la vacuité et méditer dessus en pratique. هناك طرق عديدة كي نفهم مبدأ الفاكويتي الفراغ وكي نستخدمها عمليا في التأمل. Et déjà, il faut comprendre qu'il ne faut pas s'attacher à la vacuité en tant que telle et ne pas en faire un nouvel absolu comme une sorte de Dieu. إذن يجب أن نفهم أولا أنه لا يجب أن نتعلق بمبدأ الفراغ هذا ونجعل منه نوعا من إله مثل بقية المفاهيم. Et donc Nagarjuna disait ceux qui ne connaissent pas la vacuité sont ignorants. ناغارجونا كان يقول من لا يعرفون الفراغ هم جهلة. Et par contre, ceux qui s'attachent à elle sont encore pires. ولكن من ناحية أخرى الذين يتعلقون بمفهوم الفراغ فهذا أسوأ أيضا من جهله. Déjà, à l'époque de Nagarjuna, il y avait beaucoup de disputes entre les écoles. وفي زمن ناغارجونا كان هناك الكثير من النقاشات بين المدارس. Et donc, Nagarjuna savait ça et essayait de les faire aller au-delà de leur point de vue étroit. وكان ناغارجونا واعيا لذلك وحاول أن يدفعهم إلى ما هو أبعد من هذه الخلافات. Et donc, sa méthode, c'était beaucoup le désencombrement. وطريقته كانت التخفيف من الركام. Donc, on va commencer par une méthode qui m'est venue pour méditer sur la vacuité. وسنبدأ بطريقة للتأمل في الفراغ. J'en ai parlé à Tenzin Palmo et en entretien et elle m'a dit que c'était une bonne méthode. وقد حدثت تنزين بالمو عنها وقالت لي أنها طريقة جيدة. Et donc, on va la faire. Donc, c'est un balayage du corps. إنه نوع من كنس للجسد. Donc, si vous voulez, n'hésitez pas à vous allonger. Voilà, on est en fin de journée. Vous pouvez commencer à allonger, comme ça, vous sentirez mieux les choses. يمكنكم أن تبدأوا ممددين، تمددوا. Donc, allongé, comme d'habitude, vous prenez la posture de l'empereur avec les chevilles croisées. تمددوا كما سبق وتحدثنا في وضعية الإمبراطور. Les talons un petit peu ramenés vers le bassin, les genoux écartés. الركبتان منفصلتان مبتعدتان. أما بالأسفل فتتلاقى الكعبين. C'est en fait une posture de non-peur et c'est bien de la pratiquer déjà pour ça. إنها وضعية اللا خوف ويحسن استخدامها في هذه الحالة وهذا التأمل.
Donc, on sent le pied droit. نتحسس القدم اليمنى. Et on sent un début de tension qui remonte dans le pied droit, où que ce soit. نتحسس توترا، بداية توتر يتصاعد في القدم اليمنى. Et on sent l'endroit maximum de cette tension. ونتحسس الموضع حيث هذا التوتر في ذروته. Et juste à l'endroit maximum de cette tension, on met une petite bulle de vide, une toute petite bulle de vide. وفي هذا الموضع، موضع الذروة، نضع كرة فارغة. Et à partir de là, on fait augmenter cette petite bulle de vide qui mange, qui ronge la tension par l'intérieur. ونسعى أن تكبر هذه الكرة أو الفقاعة من الداخل حتى تأكل كل التوتر. Donc, si la tension est allongée comme un tube, la bulle de vide deviendra comme un cylindre qui englobe le tube. وإذا كانت هذا التوتر بشكل سيلندر برميل، أيضا تصير هذه الفقاعة بهذا الشكل أيضا بشكل برميل. Si la tension est comme une petite boule, la bulle deviendra comme une balle qui englobe la boule. إذا كان التوتر مثل كرة صغيرة، تصير أيضا هذه الفقاعة ككرة طابة صغيرة تكبر. Quand la bulle a dépassé la tension, on peut considérer que la tension est dissoute. وعندما تتجاوز هذه الفقاعة التوتر، يمكن أن نعتبر حجم التوتر، نعتبر أن كل هذا التوتر ذاب، اختفى، تلاشى. Maintenant, on peut continuer avec le mollet, le tibia droit. الآن نكمل، نصعد إلى العضلة بعد الكاحل. C'est vraiment comme le système du cheval de Troie. إنه مثل طريقة حصان طروادة. C'est-à-dire les Grecs ont introduit des soldats cachés dans un grand cheval de bois à l'intérieur de la ville. إذن كيف هكذا كما تعلمون أدخل الإغريق حصان طروادة عسكر وجنود إلى طروادة. Et la nuit, ils sont sortis en faisant grand bruit. وفي الليل خرجوا من الحصان
محدثين أصواتا وضجة كبيرة. Pendant que les autres Grecs qui étaient dans la combine passaient à l'attaque, في الوقت الذي كان الإغريق في الخارج قد بدأوا الهجوم. et comme ça, ils ont semé la panique et ils ont pu conquérir la ville. وهكذا دب الذعر في الطرواديين واستطاع الإغريق أن يحتلوا المدينة. Maintenant, on continue avec le genou droit. On الآن accepte la tension qui remonte. نتابع مع الركبة اليمنى ونشعر بهذا التوتر يصعد. Et en fait, ça peut être n'importe quelle sensation qui remonte. أو أي إحساس آخر يصعد. Mais l'idée est d'y injecter d'une bulle de vide et de la faire grandir. الفكرة هي نفسها فقاعة فارغة نجعلها تكبر. En mettant une bulle de vide dans les tensions, on y met de la légèreté. عندما نضع كرة أو فقاعة فارغة في هذه التوترات نجعلها تخف أخف ثقلا. Et Tenzil Parmo fait remarquer que light, léger, c'est le même mot que lumière en anglais. في الإنجليزية light وليجي أي الخفيف والضوء كلمة واحدة. En mettant de la légèreté dans notre crispation, on met de la lumière à l'intérieur. عندما نخفف نضع شيء من الخفة في اضطراباتنا وتشنجاتنا إننا نضع فيها شيء من النور ونخفف من حدة توتراتها. Maintenant, on remonte dans la cuisse droite. الآن نكمل الصعود نحو الفخذ الأيمن. Quand il y a une tension, une sensation, sentir la zone et les maxima et là mettre la bulle de ville. أيضا نتحسس المنطقة التي نشعر فيها بالحد الأقصى من التوتر وفيها عندها نضع هذه الفقاعة الفارغة.
Maintenant, on continue avec la jambe gauche. On prend son temps patiemment, consciemment. الآن نتابع مع الرجل اليسرى. Toujours chercher l'endroit de tension maximum dans une crispation et y mettre la petite bulle de vide et la faire augmenter. عن المنطقة الأكثر توتراً ونضع فيها هذه الكرة أو الفقاعة الفارغة. Ce travail nous met en vacances de nos crispations. هذا العمل يجعلنا نعطي عطلة لكل هذه التشنجات، نرسلها في عطلة. Après tous les mots vacances, vacuité et vide ont la même racine. في الفرنسية vacances أي عطلة، وvacuité فراغ، وvide فراغ من نفس الجذر. On remonte, cheville, mollet, tibia. نصعد أيضا في الرجل اليسرى من الأسفل نحو الركبة الفخذ. S'il y a une réaction au niveau du visage, on la détend immédiatement. إذا كان هناك ردة فعل على مستوى الوجه فنرخي الوجه مباشرة. L'esprit de la méditation, du Bouddha ou du yoga, c'est la stabilité, l'équanimité. فروحية التأمل البوذية هي الثبات والاستواء. Ne pas réagir. أي أن لا تكون عندنا ردة فعل، نرخي ردة الفعل. On remonte dans le genou gauche, la cuisse gauche. نصعد
في الرجل اليسرى نحو الفخذ الأيسر. Maintenant, on peut se relever pour continuer avec le bassin, l'abdomen, etc. الآن donc ils arrêtent de. On se rassoit pour continuer le parcours dans le corps. الآن نجلس كي نتابع هذا التأمل. Si on a les jambes croisées, إذا كانت الركبتان واحدة على الأخرى tenir compte de la narine fermée علينا أن ننتبه إلى المنخار المقفل pour le sens de croisement des jambes. كي يعني نكتف رجلا على أخرى بحسب المنخار المقفل. Et donc, on met le pied qui correspond à la narine fermée. نضع الرجل التي هي بجهة المنخار المقفل sur le mollet du côté de la narine ouverte. على الركبة، يعني نكتف إجر على إجر، الرجل من جهة المنخار المقفل تكون هي في الأعلى. Ça fait un mouvement de spirale qui tourne la nuque et la tête du côté de la narine ouverte. وعندها حركة سبيرال في الرأس حول المنخار المفتوح. Et ça compense la tendance automatique de la nuque et de la tête à pencher du côté de la narine fermée. ما يوازن هذا المنحى الاتجاه في الرقبة أن يميل باتجاه المنخار المقفل. Maintenant, on sent le bassin et on met des bulles de vide là où les sensations apparaissent. الآن نتحسس الحوض ونضع فقاعات فارغة حيث هناك إحساس بتوتر. Dans un de ses poèmes, le 6e Dalai Lama propose une méditation. والدلاي لاما السادس بقصيدة يقترح تأملا. Donc, à chaque fois qu'on a un objet d'essence, on visualise que c'est une bulle vide et que quand on la prend dans la main, la bulle éclate. كل ما كان عندنا إذن أغراض للحواس نتخيل أن في يدينا فقاعة فارغة
حيث هي أغراض هذه الحواس وثم نتخيلها تنفجر هذه الفقاعة. Donc, on s'entraîne à observer toutes les sensations du bassin comme des bols vides qui éclatent si on veut les saisir. إذن هكذا نتدرب على أن نتخيل ونراقب هذه التوترات على مستوى الحوض وكأنها فقاعات تفقع تنفجر. Maintenant, dans l'abdomen, la taille. الآن على مستوى البطن. On ne laisse pas les tensions, les crispations s'installer. لا ندع التوترات تهجع وتسكن في البطن. On ne les laisse pas s'incruster. ولا ندعها تترسخ. On y injecte immédiatement une bulle de vide qu'on fait gonfler. إنما نضع فيها فقاعة فارغة ونجعلها تنفخ أكثر. On remonte patiemment, consciemment dans le thorax. نصعد نحو القفص الصدري. Si une tension est longiligne comme un fuseau, comme un muscle tendu. إذا شعرنا بتوتر في عضل ما. On imagine qu'on injecte du vide dans l'axe du fuseau comme avec l'aiguille d'une seringue, d'une longue seringue. نتخيل أننا ندخل فقاعة في هذا العضل. Et ensuite, on dilate le tube de vide de la seringue. ثم نوسع الفراغ في الإبرة التي أدخلنا فيها هذه الفقاعة. Jusqu'à ce qu'il devienne un cylindre de vide qui entoure le muscle et le détend complètement. حتى تصير مثل برميل تحتوي كامل العضلة كليا.
Maintenant, on repère deux, trois sensations dans le bras droit. On va faire le bras droit globalement. الآن نعين إحساسات توترات ثلاثة في الذراع الأيمن. Donc maintenant, vous savez comment faire, mais allez vite. Ne laissez pas les sensations s'incruster. إذن الآن تعرفون ماذا تفعلون مثل ما فعلتم بالرجل اليمنى. يمكن أن تسرعوا ولا تدعوا هذه الإحساسات تستقر. Maintenant, on continue à son rythme avec le bras gauche. ونتابع مع الذراع اليسرى. On ne laisse pas une crispation se raciner sans y mettre une bulle de vide. لا ندع أي إحساس يتجزأ بل نضع فيه فقاعة فارغة. Après tout, en français familier, buller, ça veut dire se relaxer. إذن بالفرنسية بولي يعني الفقاعة معناتها أن نسترخي. Maintenant, on continue avec les trapèzes, la nuque, le cou. الآن نتابع مع الكتفين والرقبة. On met des bulles de conscience qui nous libèrent des tensions chroniques. نضع فقاعات كي نتخلص من التوترات المزمنة. Si la tension est longiligne, on met un tube de conscience à l'intérieur qu'on dilate. إذا كان التوتر بشكل برميل نضع برميلا يغلف هذا التوتر. Un tube de vide qui ronge la tension par l'intérieur. إذن برميل فارغ يأكل هذا التوتر من الداخل.
Donc maintenant, on fait le visage et la tête. الآن الوجه والرأس. Quand on rit, c'est comme un pétillement. Et donc, un pétillement, c'est fait de bulles. عندما نضحك مثل الماء، يعني الشامبان يصير pétillante. هذه هي الضحك. Donc, quand on sait rire de ses propres grimaces, de ses propres rictus, وعندما أيضا on met des bulles dedans, quelque chose de pétillant. نضع داخل. Et à ce moment-là, c'est comme du champagne, ça nous donne de la joie. ومثل الشامبانيا تعطينا فرحا. L'idée de pétillement, de bouillonnement, c'est la non-solidité. إذن أن نفرغ بهذه الطريقة الفقاعات، هذا يعني أن ليس هناك من صلابة. La non-solidité, c'est fondamental dans la méditation bouddhiste. اللا صلابة أساسية في التأمل البوذي. Maintenant, dans la tête, الآن في الرأس on ne laisse pas les prises de tête s'installer. لا ندع الأفكار تشغلنا، مشاغل الأفكار تستقر. On les traite par le vide. إنما نعالجها بالفراغ. Le vide, hein, ça maintient l'hygiène. L'emballage sous vide, ça maintient l'hygiène. إذن وهذا الفراغ يحافظ على النظافة. L'hygiène mentale, c'est d'éviter qu'une sensation ne diffuse et devienne une émotion perturbatrice. النظافة الفكرية هي أن لا ندع فكرة ما تتحول إلى انفعال اضطرابي. Et le traitement à faire pour éviter ça, on pourrait dire que c'est emballer sous vide la sensation. ومعالجة هذا الشيء هو أن نكنسه من خلال بالفراغ، نفرغ هذه الأفكار. Maintenant, on part du sommet de la tête et on fait descendre un courant d'air comme un courant de vide dans tout le corps, jusqu'aux mains, jusqu'aux الآن pieds. ننطلق من ذروة أقصى الرأس وندع تيارا من الهواء ينطلق من الرأس نحو كل الأعضاء لتهوئتها.
On sent son corps comme une maison ouverte. نتحسس جسدنا مثل بيت مفتوح Vide, avec toutes les fenêtres et les portes qui sont ouvertes. فارغ مع كل النوافذ والأبواب مفتوحة. Les courants d'air passent facilement. وهكذا التيارات الهوائية تمر بسهولة. Ce sont des courants d'air tellement subtils qu'ils en deviennent des courants de vide. هي تيارات مرهفة تصير بالنهاية تيارات فارغة. Maintenant, une autre technique, mais qui ressemble, sentir le vide dans la narine fermée. الآن طريقة أخرى شبيهة بالأولى، وهي أن نتخيل في المنخار المقفل، أن نتخيل أنه فارغ. Déjà, l'expérience directement. تجربة المباشرة. Donc, on inspire par la narine fermée en sentant qu'elle s'ouvre. إذن شهيق من المنخار المقفل ونتحسس هذا المنخار يفتح. Et on expire par la narine fermée en sentant qu'elle se referme, comme ça on équilibre les deux narines. زفير من المنخار المقفل. Et ce petit vide qu'on sent entre les deux muqueuses du fond de la narine qui s'ouvrent, il est le même que le grand vide de l'océan de lumière tout autour de nous, l'océan de la nature de l'esprit. هذا الفراغ الخفيف الصغير الذي نشعره في المنخارين هو نفسه الفراغ الكبير في الخارج، الفراغ المطلق. Et maintenant, un exercice qui peut sembler bizarre au début, mais qui est très puissant. والآن تمرين قد يبدو غريبا ولكنه ذو مفعول كبير.
On visualise ces narines de lumière au niveau du centre du thorax, l'Anahata Chakra. نتخيل منخارين نورانيين في وسط القفص الصدري. Et sur l'inspire, on sent à la fois la narine physique et la narine de lumière qui s'ouvre. وعلى الشهيق نتخيل المنخار النوراني والمنخار المقفل الحقيقي ينفتحان. Et sur l'expire, on essaie de faire continuer cette sensation d'ouverture. وعلى الزفير نحاول أن نمدد هذا الإحساس بالانفتاح الفتح. C'est comme si on construisait pierre après pierre le temple de l'ouverture. كما لو أننا نبني حجرا بعد حجر هيكل الانفتاح الفتح. Et on sent que ce petit espace vide à l'intérieur du cœur est le même que le grand espace vide à l'extérieur du corps. ونشعر أن هذا الفضاء الفارغ داخل القفص الصدري هو نفسه الفراغ الكبير العظيم في الخارج. Dans les Upanishads, on appelle cet espace vide à l'intérieur Antarvyoma. في الأوبانيشاد نسميها أنتابيوما، هذا الفضاء الفارغ في الداخل. Vyoma, ça veut dire le ciel, et Antar, intérieur. بيوما هي السماء، إذا السماء الداخلية. Voilà, maintenant, juste pour quelques minutes, une dernière pratique pour développer l'expérience du vide. الآن لدقائق أخيرة تمرين لتفعيل وتنشيط الإحساس بالفراغ. Vous la connaissez pour la plupart. Il s'agit du balayage des yeux. إنه سبق ومارسناه حركة العينين. Sur l'inspiration, on va regarder assez fort à gauche. على الشهيق ننظر إلى اليسار. Sur l'expiration, on va regarder assez fort à droite en expirant bien. ومع الزفير ننظر إلى اليمين.
Et on fait des séries avec une amplitude du mouvement des yeux décroissante et une amplitude respiratoire décroissante. إذن سلسلة من حركة العينين مع حركة أطول وتنفس أطول. Donc au début, c'est grande oscillation des yeux, grande respiration. البداية إذن حركة كبيرة للعينين. Et puis après 5-10 cycles, c'est petite oscillation des yeux, petite expiration. بعدها حركة أخف للعينين وحركة تنفس أخف. Comme si on cherchait à approcher le regard le plus près possible de l'axe vertical. كما لو أن كنا نسعى أن يكون نظرنا أقرب ما يكون إلى الخط العمودي. Il y a un des buts importants de l'entraînement, c'est de réussir à avoir autant de détente du corps avec la petite oscillation qu'avec la grande. المهم أن يكون استرخاء الجسد كبيرا، كان ذلك مع الحركة الكبيرة أو الحركة الصغيرة. On reprend encore une série pour bien se familiariser avec cette méthode de travailler. إذن سلسلة من الحركة العينين كي نتعود عليها. Sentir que le mouvement des yeux fait perdre l'équilibre et donne donc l'impression de tomber dans le vide. هذا حركة العينين بسرعة تعطي انطباعا وكأننا نقع في الفراغ. Et ce vide devient libérateur de notre traumatisme, de notre passé. وهذا الفراغ هو يخلصنا من ماضينا ومن الإشكاليات القديمة. C'est toute l'idée de la méditation sur le vide dans le bouddhisme Mahayana. الفكرة الأساسية من التأمل في الفراغ في المهايانا. De l'oscillation des yeux dans la danse indienne. ومن حركة العينين في الرقص الهندي. Et de l'oscillation des yeux dans le MDR. وأيضا حركة العينين في الEMDR. Maintenant, pour conclure par une sorte de clé de voûte, والآن كي نختم. quand on fait la petite oscillation, on la fait autour du troisième œil, non pas à la racine du nez, mais autour du troisième œil, donc en louchant vers le haut et vers l'avant. الحركة الصغيرة نقوم بها حول العين الثالثة.
Plus le mouvement est petit, plus l'effet de relaxation dans tout le corps est grand. Bien méditer sur ce paradoxe. كلما كانت حركة العينين صغيرة كلما كان مفعول الاسترخاء كبيرا في الجسد. Bien sentir comment l'oscillation directe des yeux mène directement à l'impression de chute dans le vide. إذن نتحسس كيف أن حركة العينين تودي بنا إلى إحساس وكأننا نسقط في الفراغ. Un dernier conseil que donnait Swami Vijayananda. وأحد تعليمات سوامي فيجياناندا. Si on a peur de se dissoudre dans le vide, on peut sentir qu'on se dissout dans l'océan de lumière. إذا كنا نخاف من هذا الإحساس أننا نذوب في الفراغ يمكن أن نشعر أننا نذوب في محيط من النور. C'est en général plus facile à accepter. وإجمالا هذا أسهل للقبول. Voilà, on aura bien travaillé. On peut terminer par le Aum. والآن نختم بالأم. On vit le Aum
qui unifie tout le corps comme une sorte de vide sonore. الأوم كالذي يوحد الجسد مثل فراغ له صوت. Une très longue méditation guidée, mais ça compense un peu les absences. Voilà, oui, oui. Qu'on a eues. Et Jacques, plusieurs questions qui se posent à partir de cette méditation assez intéressante. Un par un, bien sûr. Vacuité de quoi d'abord? C'est vacuité dans l'absolu ou bien est-ce que c'est un dogme, cette vacuité, ou bien un outil de méditation qui aide à la méditation? D'après la présentation de Nagarjuna, il faut la considérer comme un outil de méditation. Approche, Jacques, on ne te voit plus et on ne t'entend plus. Oui, donc d'après la Nagarjuna, c'est une méditation, c'est un instrument de méditation, il ne faut pas en faire un dogme. Voilà, donc il disait que c'est comme une purge, et si on fait que prendre des purges, on devient encore plus malade. Oui, mais finalement, le shunya, le vide, c'est un principe dans le bouddhisme, non? En pratique, c'est plutôt une méthode, voilà. Et alors, évidemment, il y a une métaphysique qui s'est développée autour de ça, mais à la base, c'est une méthode de libération pour se libérer de plein de choses. Mm-hmm. OK. C'est quoi ne pas réagir en méditation? Accepter les choses comme elles viennent? Oui, alors, on teste ça beaucoup au niveau du visage. Hein, quand on a une petite douleur dans le corps, est-ce que notre visage réagit ou pas? Ou quand on a une sensation très agréable dans le corps, est-ce que notre visage réagit avec une moue de plaisir ou pas? Donc ça, c'est ne pas réagir en méditation. Donc, il faut toujours connecter le visage avec le corps? On peut dire, oui, c'est un bon exercice de conscience et il faut aller vite. Hein, Tenzin Palmo en parlait aussi. Il faut aller très vite parce que c'est un intervalle de temps assez bref entre la perception et la réaction. Et c'est là qu'il faut mettre la spatule, si l'on peut dire, de la conscience pour décoller quelque chose, décoller la réaction de la perception. C'est-à-dire détendre le visage? Oui, détendre le visage immédiatement dès qu'on sent qu'il est éclaboussé par une tension dans le corps, parce que c'est un peu une tension dans le corps, c'est un peu agité de l'ossale et ça fait des éclaboussures sur le visage comme sur une vitre. Et il faut tout de suite passer le balai à vitre. Chaque fois que le visage est crispé, on le détend. C'est ça, et on essaie de comprendre comment ce qui réagit aux sensations du corps. Essayer de comprendre ou plutôt de sentir? C'est les deux, hein, à ce niveau-là, c'est les deux. On sent en comprenant, on comprend en sentant. Et c'est quoi la non-rigidité
est essentielle dans la méditation bouddhiste. Qu'est-ce que tu veux dire par là? La non-solidité? Oui, ou la non-rigidité. Oui, c'est ça. Eh bien, on croit, le problème de notre ego, c'est qu'on croit qu'il est solide, et à ce moment-là, on fait des tas de bêtises inspirées par cette croyance d'un ego solide. Et de manière générale, on croit que les phénomènes sont solides et donc on réifie nos états intérieurs et ça, c'est comme un boulet au pied, c'est un handicap, cette réification. Mais les douleurs ne sont-ils pas solides? Eh bien, justement, il faut travailler à les rendre désagrégés. Et donc, on peut comparer la réification bouddhiste à la déification dans le monothéisme, c'est-à-dire l'idolâtrie. En fait, la réification des phénomènes, c'est déjà une idolâtrie. Et tu reprends la déification? Oui, donc il y a un lien profond entre déification dans le monothéisme, c'est-à-dire l'idolâtrie, déification de certains phénomènes, comme les phénomènes de la nature, etc., et la réification des phénomènes dans le bouddhisme. Donc, déification et réification, c'est des phénomènes en miroir. Réification, c'est quoi Oui, réification? ça veut dire chosifier. Ah. Ré, c'est la chose, et réification, donc la chosification. Eh ben, tu peux expliquer quel rapport entre déification et réification? Donnez un exemple, par exemple. Oui, par exemple, on croit que derrière le tonnerre, il y a un Dieu qui est méchant et qui tue les gens avec la foudre. Et donc, c'est une déification, mais c'est aussi une réification, c'est-à-dire une rigidification de notre peur de la foudre. Voilà, donc quand on crée des entités divines qu'on idolâtre, à ce moment-là, on réifie les choses, alors que l'idée du monothéisme dans son aspect positif, c'est de revenir au Dieu unique, c'est-à-dire à l'espace infini, et de dissoudre toutes ces divinités secondaires, toutes ces solidifications dans ce grand espace infini. Donc, déification et réification ont beaucoup à voir. Et donc, il y a un vrai travail de dépassement à faire. Passer de la méditation velcro à la méditation téflon, comme le dit Tenzin Palmo. Velcro, on s'attache à tout. Téflon, on s'attache à rien. Je ne sais pas comment tu peux traduire ça en arabe. Le velcro et le téflon. Ça devient technique. Sans regarder sur Google. Ça fait déjà 1h30 de traduction. Tu sais, c'est terrible. Dernière question, Jacques, avant de passer aux autres, parce que déjà, ça fait 1h30 qu'on est maintenant en cours. Oui. Le décès de ton frère, comment tu l'as vécu? Et qu'est-ce que ça t'a appris? Écoute, j'étais préparé. Donc, je plaisantais avec lui parce qu'on a eu, moi j'ai eu le cancer et on avait assez souvent les mêmes types de problèmes de santé en même temps. Et donc, je lui disais, on est comme les frères Dupont. Voilà, donc je me retrouve dans Tintin, les frères Dupont. Et donc, moi, je me retrouve comme frère Dupont seul. Mais écoute, c'est une bonne expérience parce que ça ouvre aussi des possibilités. Voilà, un frère dont on est proche, c'est aussi quelque part une limitation. Et quand il meurt, il y a moins cette limitation. Voilà, on pourrait dire, pour faire un mauvais jeu de mots, mais quand même signifiant, la limitation de l'imitation. L'apostrophe, c'est-à-dire on a tendance tout le temps à imiter son frère parce que quelque part, on a toujours fait ça, on est en tendance à s'imiter automatiquement. Et quand il meurt, c'est cette limitation de l'imitation qui se dissout. Je peux dire ça, mais bon, le fait qu'on l'ait entouré de façon juste, ça, quand on fait les choses justes, ça donne de la joie, même autour d'un décès. Comment ça donne de la joie même autour de... Parce qu'on sait qu'on est dans le juste, on sait ce qu'il faut faire. Par exemple, le dernier déjeuner, on ne savait pas que ça allait être le dernier, mais on sentait qu'il allait très mal. D'habitude, il allait sur sa chaise roulante et il venait déjeuner avec nous, même s'il ne mangeait pas grand-chose. Et là, visiblement, il ne pouvait plus aller sur sa chaise roulante. Donc, on s'est dit avec ma belle-sœur et son fils, on était 3, on s'est dit, on va amener nos assiettes, il faut quand même qu'on mange.
mais on va manger près de lui, puis on va essayer de sentir quand il est un peu conscient, de lui dire 2, 3 mots pour l'encourager. Et on a fait ça, et puis on était très content de l'avoir fait parce que ça aurait été pas bien de déjeuner dans la salle à manger alors que lui, il est en train de mourir dans la chambre. Donc, on a apporté notre assiette et puis on a parlé entre nous, parlé avec lui. Il comprenait certaines choses visiblement, mais il avait du mal à répondre. Et voilà, on a passé notre dernier déjeuner avec lui, même si lui ne pouvait pas quitter son lit. Et donc, il y a eu plein de choses justes qui se sont faites et ma belle-sœur en a fait beaucoup aussi. Et alors, mon neveu, lui, il a fait quelque chose de pas juste. Il essayait de masser son père qui était à moitié donc mourant. Mais bon, il ne savait pas qu'il était à moitié mourant parce qu'on ne le savait pas, voilà. Mais alors, en même temps, il regardait un match de foot sur son téléphone portable. Alors là, je l'ai repris, je lui ai dit une chose à la fois. Alors, il a compris, il a fermé son téléphone portable. Et c'était 1 heure avant qu'il meure. Voilà, donc, ces histoires de téléphone portable, c'est vraiment une peste. Voilà, mais bon, il s'est corrigé. Et puis après, il était vraiment attentif à son père. OK. Je vais donner maintenant la possibilité aux gens de poser des questions, mais pendant pas plus qu'une dizaine de minutes. D'accord, oui, oui. On va Ne pas terminer plus toujours tôt avoir aujourd'hui. des cours trop longs. Oui, oui. Et pas des questions personnelles, des questions pertinentes concernant le sujet. Mm. Quand tu demandes des questions pertinentes, il y a un grand silence. Ouais, parce que oui, le cours à quelle heure, qu'est-ce qu'on va faire, tout ça, on peut les Oui, garder après, pas pendant le oui. cours. Si je puis me permettre une question. Bonjour à tous et à toutes. Vous m'entendez bien, j'espère. C'est bon? Vous m'entendez? Oui, oui, je Oui. vous entends, Florence. Ah oui. Moi, j'ai un petit peu de mal avec la bulle de vacuité. Je ne sais pas comment la mettre. Je sais pas, j'arrive pas à visualiser. J'ai l'impression que si je la mets au niveau de la tension, ça va la rejeter vers l'extérieur. Je sais pas, est-ce que tu peux donner des précisions? Ben oui, c'est pour ça que je dis injecter. C'est vraiment une injection. Bien sûr, la tension n'a pas envie de la vacuité, mais parce que elle sent bien que c'est cette vacuité qui va la faire cesser d'exister. Et les tensions, c'est comme tous les êtres vivants. La première chose qu'elle recherche, c'est à perdurer, on pourrait dire, on pourrait dire. Et du coup, c'est normal que ce soit pas facile, c'est quelque part anti-automatique, mais quand on réussit à le faire, on dénoue vraiment en profondeur la tension. On a peur de rentrer dans la tension. C'est comme dans le rêve éveillé, on a peur, profondément peur, de rentrer dans un mur et de le traverser. Alors qu'on se dit, dans le rêve éveillé, on est dans l'imaginaire, donc on peut traverser les murs comme on veut. Eh bien non. Les gens qui ont l'expérience du rêve éveillé, ils disent on essaie et puis on se retrouve coincé à l'intérieur du mur. Parce qu'on a tellement cette idée que le mur est solide, c'est que même quand on réussit à le pénétrer en rêve éveillé, on se trouve coincé dedans parce qu'on se dit non, j'y arriverai pas. Et donc, c'est pareil pour les tensions. On a cette illusion que la tension est très solide et donc on ne réussit pas à la pénétrer. C'est justement pour ça qu'il faut s'entraîner à la pénétrer. Parce qu'une fois qu'on la pénètre, elle lâche de l'intérieur. Et il y a une image qui me vient souvent, c'est aller couper avec une petite scie le câble qui tient tout un lustre. Et ben, quand le câble est coupé, tout le lustre tombe d'un coup. Et donc, si on trouve à l'intérieur de la tension la zone de tension maxima et qu'on y met une petite bulle, à ce moment-là, on aura tout le lustre qui tombera, c'est-à-dire tout l'ensemble de tension qui tombera. Mais il faut trouver où est le câble. Et donc, il faut aller vraiment à l'intérieur de la tension, à l'endroit maximum, et mettre la bulle qui correspond à la petite scie qui coupe le câble du lustre. Merci. Si on pousse les choses à l'extrême, pardon Florence, Oui. il y a eu des moines ou des êtres réalisés qui se sont fait torturer, et tu penses qu'ils étaient dans cette démarche de vacuité Oui, oui, oui. On peut se dédoubler du corps et donc on sent que le corps souffre, mais la souffrance n'est pas pour soi. C'est cette idée et donc il y a tout un travail à faire là-dessus. Et
Donc, c'est la véritable stabilité. Hein, alors, on dit être détaché du corps, bon, c'est facile à dire, mais les Tibétains, ils disent, si on est détaché du corps, on peut mettre son doigt dans la flamme d'une bougie sans réagir. Donc, ce n'est pas si facile quand même. C'est arrivé avec Mananda Mayi. Hein, à un moment, Baiji avait mis des doutes sur le fait qu'elle soit détachée du corps. Et il y a un moment où une braise est tombée sur son pied. Elle n'a pas réagi. Ensuite, elle a eu une brûlure un peu grave, puis finalement, ça s'est guéri. Et là, Baiji a compris que c'était parce qu'il avait douté qu'elle était détachée du corps. Tu nous conseilles cet exercice de la braise? Ben oui, avec un bon service débrûlé à côté. Si tu es pris en charge à 100%, ben, tu amortiras comme ça ta sécurité sociale. C'est l'avantage. Non, des brûlures, on a les brûlures mentales qui sont là. Hein, donc, pas besoin d'aller chercher les brûlures physiques, mais réussir à les vivre de façon équanime, c'est déjà tout un travail. Donc, on peut réduire des douleurs très importantes comme ça avec, Ben, le mieux, et ce que dit très clairement Tenpa Nima dans ses très beaux livres, Le goût unique du bonheur et la souffrance, qu'on avait commenté dans les Zooms il y a un an environ. Et donc, il dit très clairement dès le début, il faut s'entraîner quand ça va bien pour pouvoir être vraiment fort quand ça va mal. Mais si on attend que ça aille mal pour s'entraîner, ben évidemment, ça marchera moins bien. Est-ce que tu appelles les brûlures du mental, Jacques? Les douleurs du mental, les brûlures du mental, ben, ça peut être la jalousie, l'avidité, le manque d'estime de soi. Tout ça, c'est comme des brûlures et il faut réussir à les tenir avec équanimité. Et la colère, La colère, bien sûr. Merci. Là, je dois m'entraîner à quelque chose de difficile, Jacques, parce que la fille de mon ami, pardon, Jean, veut prendre ses cendres et les éparpiller en avion au-dessus de la mer. Donc, c'est très beau. Je pense que Jean aurait adoré ça et oui. être dans la liberté et non pas enfermé dans une case. Ça, c'est sûr. Oui, oui, oui. C'est un peu dur, évidemment, de ne plus l'avoir auprès de moi. C'est un petit peu une lutte, mais je pense aussi que lui aurait aimé ça énormément. Donc, il faut lui laisser la liberté. Oui, et puis c'est l'idée de l'hindouisme et du bouddhisme. Hein, on disperse les cendres dans le Gange directement. Et comme ça évite d'être attaché à des choses physiques. Là, ce à quoi il faut être attaché, c'est aux valeurs qu'a vécues la personne qu'on a connue, les vivre en soi et les mettre en pratique pour les gens autour de soi. Et c'est ça le véritable deuil, c'est pas être attaché aux cendres. Hein. Il y a l'histoire du Bouddha, tu l'as sans doute lu dans mes textes et on peut la reprendre maintenant. Hein, c'est un père de famille qui avait perdu sa femme. Du coup, il était devenu très attaché à son seul fils qu'il avait eu avec sa femme. Bon, il lui rappelait sa femme, etc. C'est compréhensible psychologiquement. Et un jour, il y a une grande troupe de brigands qui sont venus. Lui était parti en voyage d'affaires et ils ont tué plein de gens. Ils en ont pris d'autres en esclavage. Et quand il est revenu, il a vu tout était brûlé, des cadavres à moitié brûlés partout. Et il y avait le cadavre d'un enfant qui avait la taille de son enfant, qui était au 4/5e brûlé, donc méconnaissable. Et du coup, il a fini de le brûler en étant sûr que c'était son enfant. Et puis, il a ramassé ses cendres et il les a mis dans un petit collier sur sa poitrine. Et puis, il pleurait jour et nuit, mon enfant, ils ont tué mon enfant, c'est horrible, etc. Déjà, ma femme est morte, mais maintenant, mon enfant est mort, etc. Il était inconsolable. Et puis, 6 mois plus tard, l'enfant qui, au fait, avait été capturé par les brigands a réussi à s'échapper et il est revenu au village et il a frappé à la porte de la maison en pleine nuit et en disant « Papa, papa, c'est moi ». Et alors, le père, qui était en train de pleurer sur les cendres de son enfant, était tellement convaincu qu'il était mort qu'il a cru que c'était les enfants du voisin qui, de façon sadique, imitaient la voix de son enfant pour le faire sortir au milieu de la nuit et le décevoir. Et alors, il est devenu furieux et il a dit « Je sais bien que ce n'est pas toi, je sais bien que tu es le voisin qui imite la voix de mon enfant et va-t'en, je ne veux plus te voir. » Et alors, l'enfant a été choqué et il est parti, il n'est plus jamais revenu. C'est fou, cette histoire. Et c'est du Bouddha. Ah oui.
Voilà, hein, donc l'attachement à des choses du passé nous empêche de voir le présent. Hein, c'est un mécanisme psychologique très fort et donc il faut vraiment travailler dessus. Et pour ça, C'est ce cette que je histoire peut bien fais. aider. Ouais, c'est pas facile. Non, ce n'est pas facile, hein, mais en même temps, il faut voir les possibilités qu'ouvre un deuil, parce qu'un deuil, ça ferme les possibilités, mais ça en ouvre d'autres. Hein, c'est le verre à moitié plein, à moitié vide. En tout cas, je sais que la liberté, c'est ce qu'il aimait, donc il faut lui laisser la liberté. Oui, et puis elle est pilote, elle sait qu'elle est pilote grâce Oui, au soutien de son père, et oui, donc ça se fait joint dans sa tête. oui, Voilà. oui, oui, oui. Mais d'ailleurs, je lui avais donné mon accord, on était Oui, d'accord. oui. Mais si elle ouvre l'avion à 10 000 mètres d'altitude, il ne va plus avoir d'air à l'intérieur, puis tout va tomber. Je ne sais pas comment elle va. Il faut la prévenir quand même, cette petite jeune. Elle va trouver une solution. Elle va trouver. Oui. Elle va le faire discrètement, sans qu'on s'en aperçoive. Jean Gabin avait voulu la même chose, l'acteur Jean Gabin. Oui, et On finalement, on avait l'a fait. dispersé, oui. Oui, On oui. avait dispersé ses cendres dans la mer. Oui, c'est ça. Et Gandhi aussi. On a distribué et dispersé une partie de ses cendres au Cap Comorin, à la pointe sud de l'Inde, et l'autre dans un lac au-dessus Et de qui? Gandhi. Ah, Gandhi. Gandhi. Oui, donc il y a un monument qui célèbre la dispersion de ses cendres au Cap Comorin, et une autre partie des cendres a été dispersée dans un lac juste au-dessus de Kedarnath, qui est pratiquement à la frontière chinoise et au pied du grand Himalaya, des pics à 6009. Voilà, donc il a voulu que, voilà, pour avoir quelque chose dans l'Inde. Et puis une troisième partie des cendres, elle est conservée dans le Samadhi à Delhi. Donc tu pourrais dire qu'elle disperse 9/10 des cendres avec l'avion, mais que tu en gardes un dixième. Ça peut se Ah oui, négocier aussi. Tout se garder une négocie. petite partie. Une petite partie. Oui, pourquoi pas. Oui, oui, oui. Un petit verre comme ça. Tu peux citer l'exemple de Gandhi. Hein, donc, il y a de ces cendres que les gens, devant lesquels vont se recueillir beaucoup de gens à Rajghat, à Delhi. Mais il y a une partie des cendres qui a été dispersée dans ce lac de l'Himalaya près du Tibet et l'autre au Cap Comorin, donc le point sud de l'Inde. Merci pour l'idée. Voilà. Moi, je me demande s'il ne peut pas y avoir des influences après de brûler le corps physique, même après la mort. Influence dans quel sens? Ben, dans notre cheminement après cette vie dans le corps physique, je veux dire, dans notre évolution. Ben, l'idée, c'est justement de se libérer du corps physique. Les hindous et les bouddhistes y croient très fort que si on ne brûle pas le corps, l'âme de la personne va rester autour du corps et elle sera une âme en peine, une âme misérable. D'accord. C'est leur croyance. Et toi, tu y as pensé pour toi, ce que tu voulais faire? Ou moi, je suis indiscret. Oui, moi, je souhaite être brûlé. Il faudrait dire que je l'écrive quelque part. Et oui, c'est pour ça, il faut nous le dire. Vous êtes témoin, oui. Je souhaite être brûlé. Voilà, maintenant, c'est facile. Ma sœur a choisi aussi l'incinération. Mon frère, lui, plutôt la mise en terre, parce qu'elle est catholique très traditionnelle. Mais oui, avec ce que j'ai vu, toute l'expérience en Inde que j'ai vécue, je trouve être brûlé, c'est bien. Et puis maintenant, donc il n'y a même pas besoin de signer des charges. Ils peuvent prendre des organes hein, si on n'a pas signé qu'on refusait de le faire. Et donc, moi, je serais content que certains de mes organes, s'ils sont encore en bon état, puissent servir à d'autres. Ça, ce n'est pas un problème pour moi. Au Oui, parce que contraire, là c'est aussi, l'idée du bodhisattva qui offre son corps aux esprits pour les nourrir. d'accord. Oui. Mais j'ai une amie qui est contre ça et qui est plutôt dans l'esprit bouddhiste et hindouiste aussi. Et elle dit que se faire hacher un petit morceau comme ça, c'est pas bon pour que le corps et l'âme et notre essence puissent se libérer. C'est pas bon d'avoir tout séquencé un petit morceau. Alors non, le véritable esprit bouddhiste, enfin le grand esprit bouddhiste, c'est l'esprit du bodhisattva qui est capable de justement sacrifier son corps pour les autres. Voilà, ça c'est le grand esprit bouddhiste, mais c'est vrai qu'au point de vue populaire, ils peuvent avoir des réticences, voilà, mais c'est encore une forme d'attachement au corps et justement, oui. ce à quoi amène le bouddhisme et l'hindouisme, bien compris, c'est le détachement du corps. Donc pourquoi pas
Hein, et puis, c'est pas se faire hacher en petits morceaux, c'est voilà, que ces organes aillent à qui on a besoin. Oui, c'est beau même d'ailleurs. Moi, j'y avais Oui, pensé. oui. Et donc, d'après la loi maintenant, on n'a pas besoin de le dire, c'est considéré si on n'a pas fait un papier le défendant explicitement. Donc, à la morgue, ils ont le droit de prélever des organes qui sont très utiles parce qu'il manque toujours d'organes. Voilà, mais moi, ayant passé 30 ans en Inde, ils vont penser que j'ai des virus que personne ne connaît et donc ils ne vont pas oser me les prélever. Trop pourri, le vieux, pour vous voir qu'il soit de quelque utilité. Garderont ton cerveau. Oui. Pour le mettre au panel de découverte. Ils garderont le cerveau de la méditation. Oui. Et ils vont dire, il n'y a rien d'extraordinaire dans ce cerveau, c'est simplement Jacques Vigne qui se croyait extraordinaire. Ça se rappelle une dissonance cognitive. La preuve par 9. Déjà, concernant l'incinération, le feu a un pouvoir purificateur, donc c'est une bonne chose, l'incinération à ce niveau. Oui. Et c'est un symbole du feu de la connaissance. Dans la Bhagavad Gita, au chapitre 2, on dit il n'y a pas de feu plus purificateur que le feu de la connaissance. Donc, on l'appelle pavitra, c'est-à-dire purificateur. Et c'est même un nom de personne. Il y a des personnes qui s'appellent pavitra, ça veut dire le feu purificateur. Si je peux me permettre, ça me rappelle un film où il faisait l'inverse avec Louis de Funès. Je crois que c'était Hibernatus, il se congelait. Ou... D'accord, oui, ben c'est l'espoir de vie éternelle par la congélation. Hein, et puis l'homme augmenté, tout ça, on va Voilà. se faire dégeler dans un millénaire et puis on va voir ce qui se passe. Hein, pourquoi pas, hein, si ça leur plaît. Chacun est libre. Et avec tous ces échanges, on va faire des beaux rêves ce soir, cette nuit. Ben oui, imagine, tu t'es fait congeler et puis que tes héritiers, pour raison d'économie, disent qu'il faut couper le frigo parce que ça coûte trop cher. Ce sera décevant. Hein. Tous tes rêves d'immortalité vont être annulés pour un gain de 10 € par mois de frais de frigo. Je vais faire une autre méditation, moi, hein, avant de dormir, hein, pour éviter des cauchemars avec tout ce qui se dit là. La méditation sur la mort, hein, c'est fait justement pour dépasser les cauchemars. Non, c'est la méditation sur la vie, la joie, l'amour, pas la mort. Et la méditation sur les bulles dans le corps, on peut transformer ça en méditation sur la transformation en cadavre, qui est très recommandée par les Tibétains. Voilà, on se décompose et ça fait des petites bulles. Jacques, il en rajoute une couche. Hein. Hein. Ça, c'est le vrai tantrisme. Est-ce que ton frère, oui. Est-ce que ton frère s'est laissé guider par toi vers le chemin? Ben, je lui donnais des conseils. De temps en temps, il y en avait un qui passait, mais dans l'ensemble, il était très catholique, donc je n'insistais pas. Il récitait ses Je vous suis marié, etc. Il avait ses prières, quoi. Mais il était d'accord avec toi sur certains principes de religion ou... Ah oui, donc quand même, oui, il respectait ce que je faisais. Hein, il respectait ce que je faisais. Moi, je respectais ce qu'il faisait. Mais il n'adhérait pas complètement. Ben non, il avait peur de l'Inde, hein, comme beaucoup de catholiques. Voilà. Ah. Est-ce que tu crois qu'il croyait à la réincarnation, Jacques? Non, je ne pense pas. Non, ce n'était pas dans son schéma catholique. Hein, c'est vrai que pour des monothéistes, on leur a dit que le monothéisme, ça apportait le salut par rapport à la misère du polythéisme. Et l'hindouisme, ils étaient 300 millions en 1947, maintenant ils sont 1 milliard. Ça n'a pas l'air du tout de disparaître, quoi. Et donc, pour des monothéistes, c'est presque comme si leur enseignant monothéiste ou leur prophète leur avait raconté des histoires en disant maintenant c'est le Dieu unique et puis tous les autres vont disparaître. Ce n'est pas le cas. Hein, multiplié par 3 en 50 ans, passer de 300 millions à 1 milliard, les polythéistes, ils se portent bien. Hein, voilà. Et donc, ça crée un véritable problème théologique et métaphysique pour les monothéistes. Hein. Alors, ils ne le voient pas forcément comme ça, mais ils le voient de façon indirecte en essayant de critiquer l'Inde, etc. Mais au fond, c'est l'échec de leur monothéisme, parce que voilà, le polythéisme qui était condamné à disparaître par l'évolution naturelle du monothéisme est multiplié par 3 en 60 ans, et il disparaît pas du tout. Voilà. Et
voilà, donc il faut bien comprendre ça. Il faut bien comprendre ça. La gêne des monothéistes vis-à-vis du polythéisme, c'est parce que ça les remet en question fondamentalement. En plus, le développement économique de l'Inde, ils sont plus soumis à des monothéistes musulmans ou chrétiens, et puis ils sont puissants économiquement. Ils envoient des satellites régulièrement dans l'espace. Voilà, donc il n'y a rien d'arriéré dans le polythéisme, voilà, alors que pendant longtemps, les missionnaires essayaient de faire comprendre, de croire ça. Jacques, tu as vu la photo que je t'ai envoyée de ton frère? Alors, j'ai pas eu le temps, mais je pense que je l'ai déjà. C'est la petite image qu'on a distribuée à la fin, là, tout le monde là. Oui. Encadrée? Oui, c'est ça, je pense que ça doit être celle-là. On l'a distribuée à tout le monde. Oui, oui, mais c'est gentil, oui. Oui. Mais elle est belle, hein, je trouve. Oui, elle est belle. Oui. Il a une belle expression.